TP tous les meubles de la map au bout d'un même endroit parce qu'après ça fait bugger le jeu. Ouais, mais ça a l'air compliqué. Ouais, bah attends, j'arrive. Euh, 1870. Mais c'est l'époque des bougies, ça, non? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est un devoir. C'est un devoir? Oui. Oh là! Moi, je faisais pas ça dans ma jeunesse. Forcément, tu viens du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge? Oui. Allez, viens à table. La Pologne, la France, l'Espagne. Mademoiselle, vous sautez? Donc, Bruxelles, donc c'est la capitale de la Belgique. Levez-vous, mademoiselle. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour ma mère. Je vous présente Amandine Dupin, votre nouvelle camarade. Vous serez bienveillante avec elle. Je suis l'école. Il convient de faire un peu d'histoire pour mieux comprendre comment j'évolue au cours des siècles. Au Moyen-Âge, c'est plutôt dans les abbayes, puis dans les cathédrales, que se déroule mon enseignement aux enfants issus de familles privilégiées. Puis à la Révolution de 1789, il apparaît l'idée de me rendre obligatoire, gratuite, laïque et accessible à tous. Il faudra attendre presque 100 ans pour que ces beaux principes d'égalité ne se concrétisent. J'accueille les garçons de toute classe sociale dès 1850, mais ce n'est qu'après 1882 que je commence à intégrer les filles. En 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, on me scinde en deux. Je deviens école laïque dans les communes et école privée avec un enseignement religieux. Mon rôle en tant qu'école est de former les garçons pour trouver un bon métier et d'éduquer les filles pour qu'elles trouvent un bon mari. Mademoiselle, s'il vous plaît, silence. Malgré cela, je note que dans cette France que l'on peut qualifier d'analphabète pour une grande partie de la population, une femme s'est particulièrement singularisée le 17 août 1861. Julie Victoire Daubier, âgée de 37 ans, est la première femme à obtenir le baccalauréat en totalisant 6 boules rouges, 3 blanches et une noire. Ce système de boules était le moyen de note des professeurs examinateurs. Colette, on ne copie pas. Je t'ai vu. Rien de plus beau que la sincérité. Rien de plus beau. C'est aussi la première licenciée en lettres, à l'époque où la Sorbonne n'était pas ouverte aux femmes. Je remarque que ce n'est vraiment qu'en 1968 que commence réellement l'égalité filles-garçons. Éteins tes pieds, tes chaussures là sur le canapé. C'est sale. C'est pas des chaussures, c'est des baskets. Des chaussures, des baskets, c'est la même chose. Mais t'es encore sur Minecraft. C'est un devoir, maman. Un devoir ça, mais bien sûr. Encore une excuse pour jouer aux jeux vidéo. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un devoir, mais tu m'écoutes jamais. Regarde sur Pronote, c'est écrit. Un devoir ça? Bah je vais regarder sur Pronote, mais si c'est pas vrai, tu seras interdit de jeux vidéo pendant un mois. Tout sauf ça, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Je te ferai la vaisselle s'il faut.
suis Charles IX, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Je viens régulièrement chasser à Pithiviers. Je séjourne au château de l'Ardoise en compagnie de ma maîtresse Marie Touché. Nous sommes au XVIe siècle et le royaume souffre des violences causées par les guerres de religion. Pithiviers est majoritairement catholique et les villages aux alentours plutôt protestants. Le manoir de Bondaroy et la famille de la Taille sont le centre de l'église réformée. Jean de la Taille, poète et soldat, participe aux batailles que se livrent protestants et catholiques. Un jour de chasse, je le croise et il me reconnaît sans doute grâce aux pièces de monnaie frappées à mon effigie. Malgré les fortes tensions du moment, ce seigneur m'épargne et me convie à partager un pâté d'alouette élaboré par un pâtissier alouetier de Pithiviers, dénommé Provenchère, spécialiste par ailleurs de la crème d'amande. J'apprécie ce mets délicieux et en remerciement de ce geste pacifique, je lui attribue la patente des amandes et le titre de pâtissier breveté du roi. Ne serait-ce pas l'origine du gâteau de Pithiviers ? Cet épisode pacifique, hélas, ne dure pas. De nombreux protestants sont tués à Paris le jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Ma mère, Catherine de Médicis, est à l'origine de ce massacre, qui s'étendra sur plus de 20 villes en province, et ce, durant les semaines suivantes et même plusieurs mois. Je meurs très jeune à l'âge de 23 ans, des suites de tuberculose. En fait, tu fais quoi? Tu travailles? Je croyais que tu avais un exposé à faire. Bah oui, j'ai un exposé à faire, mais je le fais sur Minecraft. Enfin, c'est pour représenter la ville de Pithiviers sur un jeu, c'est plus sympa. Alors tu mélanges le travail et le jeu? Comment ça? Oui, bah c'est pour un concours, c'est pour, du coup, comme je l'ai dit, c'est pour représenter l'histoire de Pithiviers, et du coup, c'est pour le concours de l'école. Enfin, vu qu'on est en compétition avec d'autres personnes, Ah, d'accord. Ça peut être vachement sympa. Oui, au moins c'est original, ça a le mérite. Dis donc. J'espère que vous allez gagner quand même. Moi aussi, ça fait plaisir. Je serais fière, hein. Ce serait bien qu'on gagne. Tu sais, moi je t'aime vachement. Je serais vachement contente, fière de toi. Je suis Madeleine Roland, née le 1er janvier 1891, de parents commerçants à Pithiviers. Au cours de la Première Guerre mondiale, je suis infirmière au sein de la Croix-Rouge et je reçois au titre de cet engagement la médaille de la reconnaissance française. Durant l'entre-deux-guerres, je poursuis mon soutien aux Pithiviériens les plus miséreux en développant mes services, notamment en confectionnant des tricots. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Je m'engage toujours au titre de la Croix-Rouge auprès des familles des camps d'internement de Pithiviers. En juillet 1942, au moment de la rafle du Veldiv à Paris, 8000 Juifs, principalement des femmes et des enfants, sont transférés au camp d'internement de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande. Je m'y rends tous les jours sur la surveillance très rapprochée des Allemands. Je fais mon possible pour soulager la misère des internés en leur apportant des biscuits, des jouets et des gâteaux de riz que je confectionne moi-même. Puis, après la libération en 1945, je suis élue conseillère municipale. Mon engagement se poursuit comme membre du conseil d'administration de l'hôpital, du bureau d'aide sociale et de l'orphelinat. Enterré à Pithiviers en 1964, un centre social et une rue portent désormais mon nom. L'espace, c'est pour sauter et la toucheuse, c'est la plus importante, c'est pour... En gros, tu as accès à un grand inventaire d'objets et tu peux choisir par exemple le bloc avec lequel tu vas pouvoir construire, etc.
Ouais, c'est un peu compliqué dit comme ça. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on t'appelle, tu peux venir manger s'il te plaît? De quoi? Répète? Ça fait 1 heure qu'on t'appelle, viens manger! Ouais, c'est bon là, de toute façon j'ai plus faim là. De toute façon je mange aussi au pire. Bah ça... Sinon c'est toujours moi qui dois monter et c'est embêtant. Ouais, mais aussi j'entends pas maman là. Je suis le safran. Mon usage remonte à la plus haute antiquité depuis 3500 ans. Des auteurs tels que Homère et Virgile me mentionnent dans leurs écrits. Des toges de l'Égypte ancienne aux tuniques des moines bouddhistes, c'est d'un jaune solaire que je teins les plus belles étoffes. Les petits bulbes de Crocus sativus, dont je suis issu, sont originaires du Moyen-Orient et font l'objet d'un grand commerce en Europe. Les Arabes m'introduisent en Espagne et quelques chevaliers à l'époque des croisades me ramènent en France. Je suis arrivé dans le Gâtinais grâce à Jean Paucaire, seigneur de Boine et des villages alentours. Mes stigmates séchés de couleur rouge foncé sont utilisés pour l'assaisonnement, le parfum, la médecine et la teinture. Dans le Gâtinais, ma qualité est réputée la meilleure au monde, on me nomme d'ailleurs l'or rouge. J'ai été convoité par d'autres régions en France, mais en tant qu'épice précieuse, je suis officialisée en Gâtinais par un édit de Louis XIV en 1698. Ce sont les maîtres du safran de Pithiviers qui fixent le cours mondial de ma vente le jour de la Saint-Aignan, le 17 novembre, et ce, durant 2 siècles. Bon nombre de négociants de l'Europe du Nord viennent se fournir à cette occasion. Ma plantation s'effectue en été et ma cueillette, très délicate, se déroule en octobre, majoritairement par des femmes, des jeunes filles et des enfants. Oh les gars, là, faudrait peut-être un peu ramasser, hein. Sitôt ramassée, ma fleur est émondée, c'est-à-dire épluchée et séchée rapidement. Il faut 150 000 de mes fleurs pour faire 1 kg de safran sec. Si ma production est encore de 30 tonnes en 1906, je disparais après la Première Guerre mondiale où l'exode rural est intense. En effet, ma production exige une main-d'œuvre importante dans un laps de temps bref. Je n'ai pas pour autant disparu, car je suis à nouveau cultivée dans le Gâtinais et suis très appréciée des gourmets et des grands restaurateurs. Pourquoi je m'ai TP? Putain, mais... par contre, les refs, si vous pouvez arrêter de me tuer, ce serait cool, genre... Enfin, c'est pas ouf. Enfin... Non, mais... Non, mais... Vous jouez et riez. Je suis Jean Hamelin, prêtre à Écrennes et fils d'un vigneron. Riez. Voilà, c'est bien. Alors, ils sont mes pèlerins? On est là, on est là, on est là. Mettez-vous là. La ville de Pithiviers se singularise en ce XVIe siècle d'effusion artistique, culturelle, intellectuelle de la Renaissance. C'est bien vos choses, hein. Et vous riez et buvez un coup. Encore. Riez plus. Ça, c'est très bien. Encouragé par l'évêque d'Orléans, je prends l'initiative de mettre en scène un conte dont le thème est très prisé, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est où ma servante? Je suis là. Je suis là. Et les pichets?
Nous entendons en effet de nombreuses histoires qui circulent de foyer en foyer sur ce sujet. Ma pièce s'intitule « Deux jeux et miracle de Monsieur Saint-Jacques ». Deux pèlerins, un père et son fils, se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle, s'arrêtent dans la ville et vont loger à l'hôtel. Une servante s'éprend du jeune homme et lui fait des propositions déshonnêtes qu'il repousse avec horreur. Sous l'influence du démon, elle décide de se venger et cache une timbale en argent dans ses bagages. Après leur départ, elle en signale la disparition et fait porter des soupçons sur eux. Le jeune homme est condamné à la pendaison. Malgré ce malheur, son père poursuit son chemin. Au retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, il retrouve son fils vivant sous la protection d'un ange. La servante est démasquée et brûlée vive. Pour jouer cette pièce, j'engage donc 12 notables, uniquement des hommes, car les femmes n'ont pas le droit de jouer la comédie. Je veille à la bonne application des règles strictes de ce contrat. Une amende leur est infligée en cas de manquement aux répétitions, aux représentations ainsi qu'une mauvaise maîtrise du texte qui comprend plusieurs milliers de vers. En vrai, je sais pas, hein, peut-être un coffre. Attends, je réfléchis. Je sais pas en vrai. Hein. Je suis Juliette Dodu. J'ai 22 ans et j'habite avec ma mère qui est responsable du poste de télégraphe à Pithiviers. Nous sommes en 1870. La France vient de subir une défaite contre les Prussiens qui envahissent la Beauce, réquisitionnent les biens, les récoltes et la nourriture chez tous les habitants. Le poste de communication est stratégique. Il est donc le premier à être occupé. Face à cette situation, il me fallait agir. Je pris donc le risque de conserver un appareil récepteur dans ma chambre. Il m'est venu l'idée de bricoler une dérivation pour intercepter l'ensemble des messages des Prussiens. Dans ce petit poste de télégraphie de Pithiviers, personne ne peut imaginer qu'au travers de la mission que je me suis donnée, je suis devenue une espionne. Pendant 17 jours, je fais parvenir les dépêches aux autorités françaises, ce qui a pu sauver 40 000 soldats de l'armée de la Loire, basés à Beaune-la-Rolande. Bonjour. Bonjour. Comme elle est mignonne. C'est notre petite sœur. Elle est sage, n'est-ce pas? Coucou toi. Oh, adorable. C'est ta petite sœur? Oui, je suis tellement contente. Ah, tu dois être heureuse. Coucou toi. Bon, il faut que je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
maintenant on y va. Allez, là. Oh, cet enfant est un peu turbulent. Je te l'avais dit d'être plus sévère. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, je dois vous laisser, j'ai un rendez-vous. Moi aussi. On se verra au marché. Au marché. Mais cette mission est dangereuse, et sans doute par imprudence de ma part, je suis bientôt prise en flagrant délit. Condamnée à mort, mais heureusement très vite graciée lors de l'armistice. Je suis la première femme à recevoir la médaille militaire et la Légion d'honneur. À la fin de la guerre, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles. L'Allemagne du Kaiser Guillaume Ier et du chancelier Bismarck devient la première puissance en Europe occidentale. La France perd l'Alsace et la Lorraine. Malgré cette défaite, je reste une héroïne pour la France et j'aurai des funérailles nationales. J'ai 400 ans. Je suis le roi des instruments. Je suis l'orgue de l'église Saint-Salomon de Pithiviers. Ma construction s'échelonne sur de nombreuses années, de l'abbé Régnard à l'abbé Mouflet. Mon histoire commence réellement en 1784, quand l'abbé Régnard décide de me créer, par étapes, en grandes orgues de 16 pieds de hauteur. Pour régler mon ensemble comportant 42 jeux répartis sur 4 claviers, c'est Jean-Baptiste Isnard, célèbre facteur d'orgue d'Orléans, qui est désigné pour son savoir-faire. Je suis inauguré le 3 août 1789 et miraculeusement épargné par les violentes manifestations, incendies et autres mutilations de la Révolution. Un siècle plus tard, ma restauration est devenue nécessaire et je suis transformé en un orgue symphonique par la célèbre firme Cavaille-Coll, dont l'intervention consiste à imiter l'orchestre dans son ordonnancement. Cordes, bois, cuivre. En 1960, avec le soutien de la mairie et du conseil général, je suis de nouveau révisé par le facteur d'orgue Robert Boisseau, qui maintient mon mécanisme du XVIIIe siècle. L'abbé me sauve du projet national de fonte des tuyauteries anciennes mis en place par le ministre de la Culture André Malraux. En effet, l'ecclésiastique ferme les portes de l'église, empêchant ainsi les experts d'entrer, et après grande discussion, je ne suis pas rénové et garde mon mécanisme initial. Mes qualités sonores me permettent d'être apprécié par les mélomanes et organistes du monde entier. Cette renommée internationale m'a permis d'être classé monument historique. À ce jour, je suis le seul orgue encore existant de cette époque.
pas la tour de Saint-Aignan. Mon père, il est là avant toi. Mais il y avait déjà mon grand-père. Mon grand-père, il est là depuis 20 ans. Et le mien, il est là depuis 30 ans. 30 ans. Attends, on va voir. T'as des photos? Ah ouais, t'as raison. T'as vu? Viens, on prend un selfie. Vas-y. Saint-Aignan, nous voilà. Nous sommes les premiers habitants en 1972. Nous venons peupler ce tout nouveau quartier de Pithiviers. Des immeubles neufs avec plusieurs étages, du confort dans les logements. Nous venons de plusieurs pays du monde, mais dans un premier temps, nos conversations se font avec nos frères du même pays. Question pratique, car nous sommes loin de tous maîtriser le français. C'est toute la famille qui a immigré dans ce quartier. Les hommes ont un travail et c'est par leur employeur que nous avons ce logement. Au bénéfice du logement s'ajoute l'organisation du transport des travailleurs vers l'usine. Mais que de découvertes pour nous! Il a l'air bien perdu. Oui, là, il cherche quelque chose à mon avis. Tout d'abord, apprendre à s'orienter dans les rues et maîtriser la monnaie chez les commerçants. Les enfants s'adaptent plus vite car ils sont tout de suite scolarisés à l'école du quartier. Pour les adultes que nous sommes, c'est plus difficile. Heureusement, l'association LADAP, organisée en centre social, nous apporte un soutien indispensable dans notre intégration. Puis, en 2006, le centre social municipal Terre en couleur prend le relais et nous donne accès à de nombreuses activités, tant pour nous que pour nos enfants. Alphabétisation, cuisine, couture et loisirs pour toute la famille. Bon, alors les trucs qu'il y a à faire, il y a les baraquements si tu veux, mais c'est un peu dur. Il y a Bellecour, le château de Bellecour. Il y a aussi il y a la forêt, il y a le chemin de Compostelle. Nous sommes les échevins. Au XVe siècle, Pithiviers est une des rares villes du Royaume de France à appliquer une forme de démocratie.
sommes constitués en assemblée et nous administrons la ville dont la gestion était assurée précédemment par les hommes d'église. Chacun de nous représente soit un titre, soit une profession. Un membre de la noblesse, dont les relations peuvent servir, un homme de loi, en tant qu'expert en procédure, un commerçant pour son sens des affaires, un artisan pour ses capacités professionnelles. Nous sommes élus pour 2 ans, chaque 12 novembre, le jour de la Saint-Martin, au suffrage dit censitaire. Seuls les hommes de plus de 25 ans, payant un impôt direct d'une valeur variable, peuvent voter. Nous sommes une équipe disparate mais homogène pour gérer au mieux les intérêts de la cité. Nos rencontres se déroulent dans la maison de ville située dans les tours Porte d'Orléans. Les Pithiviériens sont très fiers de ce système d'administration d'une grande équité et qui permet à chacun de partager les responsabilités. Nous détenons un pouvoir exécutif, passer les contrats, recevoir les travaux, ordonner les paiements. Nous représentons la ville lors des festivités et nous faisons, à fond de trompe, publier nos avis à la population. Parmi nos réalisations pour la ville, nous décidons en 1730 d'élargir le chemin longeant les remparts en un grand mail planté d'arbres. Mail Est aujourd'hui. Il est d'usage à notre sortie de charge de nous remettre à chacun un tableau en remerciement de notre bonne gestion. Cette peinture porte le nom de tableau d'échevinage. Louis XIV, dans sa volonté de centraliser le pouvoir, met fin à ce système pourtant exceptionnel pour l'époque, même si le suffrage n'était pas universel comme de nos jours. Et si on déplaçait la croix? Tu veux la mettre où, à gauche? Ah oui. Et si on mettait une fenêtre? Mais comment tu fais? Il n'y a pas de trou. Bah, en creusant. Je peux jouer avec vous? Oh, t'en prends. Je vois bien la cantine, toi. Mais c'est ma grotte, ça! Ah, bon, on a mis une fenêtre. Merci, c'est ma grotte, ça! Une grotte, ça? T'es vraiment aveugle. Et en plus, c'est pour le concours de l'école. Minecraft, un concours pour l'école? Oui. Toi et maman, vous êtes vraiment bouchés. Je suis Grégoire, archevêque de Nicopolis en Arménie, où je suis adulé par les fidèles de mon diocèse, bien que je ne sois que leur humble serviteur. Nous sommes juste avant l'an 1000. Je me sens en danger en tant que chrétien dès l'envahissement de mon pays par l'Empire ottoman. Alors, je décide de prendre mon bâton de pèlerin pour partir à la grâce de Dieu vers l'Occident. Lors de ce voyage à pied très long, j'ai une révélation divine qui m'indique de m'arrêter et de m'isoler dans une grotte de la chapelle Saint-Martin, près de Pithiviers. Je rencontre alors la propriétaire des terres environnantes et du donjon, Dame Héloïse. Avec son autorisation, j'y réside durant 7 ans dans une vie de pénitence et de réclusion.
Je prie 7 fois par jour, toutes les 3 heures, et jeûne 3 jours par semaine. Les autres jours, je reçois de nombreux visiteurs qui m'apportent des offrandes. Je prends alors la coutume, le dimanche, de leur confectionner un gâteau selon l'usage de mon pays, avec de la farine de seigle, du miel et des épices. Serait-ce l'origine du pain d'épices ? Un jour, lors d'une visite, une noble dame et une paysanne se croisent sur le chemin de la grotte. L'une très fière, avec un magnifique pain blanc, la seconde avec un pain noir, le pain des pauvres. Je décide alors, pour punir la noble dame de son orgueil, d'échanger les 2 pains. Va, ne nous pêche plus d'orgueil désormais.